Plan de l'expose. Introduction. I. Naissance de la Pléiade. 2. Les objectifs de la Pléiade. II. Les membres de la Pléiade et leurs principaux œuvres. Conclusion. Introduction. Le XVIe siècle a été marqué par le renouveau artistique et culturel de l'Europe, l'établissement de la langue française comme une grande langue littéraire par la création de plusieurs genres et groupes littéraires dont la Pléiade. La Pléiade est un groupe de poètes français du XVIe siècle, composé notamment de poètes comme Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay dont leur ambition était de renouveler et de perfectionner à travers leurs œuvres littéraires et leurs textes théoriques, la langue française afin de la rendre indépendante d'autres idiomes alors plus nobles comme le latin. I. Naissance de la Pléiade. Dans l'histoire littéraire française, la Pléiade apparaît comme une révolutionnaire, décidée à rompre délibérément avec le passé, c'est-à-dire la traduction nationale. Si l'exceptionnelle floraison poétique du milieu du XVIe siècle est indéniable, des spécialistes érudits ont mis en doute l'existence des 7 étoiles de la Pléiade travaillant selon un plan concerté à la renaissance de la poésie française. Qu'en est, au juste, au départ, des amis d'études qui ont suivi au collège de Coqueret, sur la montagne Saint-Ève, les leçons de son principal, l'humaniste Jean Dorat se constitue en 1549 en brigade sous la houlette de Ronsard. Celui, dans les bacchanales décrit les ébats champêtres de la docte et joyeuse troupe. En 153, il célébra encore la brigade et ses multiples visages. Dorat, en expliquant à ses disciples la littérature antique, leur donna aussi la révélation de la poésie. Parmi eux figure le trio de Coqueret, noyau inamovible composé de Pierre de Ronsard, Jean-Antoine de Baïf, Joachim du Bellay, auxquels s'ajoutent 2 étudiants du collège de Boncourt, Étienne Jodel et Jean-Bastien de la Péruse ainsi que 2 poètes lyonnais, Guillaume des Hôtels et Pontus de Thiard. La liste imaginée par du Bellay fut plusieurs fois remaniée, mais c'est en 1556 que Ronsard, apparemment hanté par le chiffre 7, donnera à la brigade le nom plus prestigieux de Pléiade dans l'élégie à Christophe de Choiseul. Ce nom avait désigné un ensemble de 7 poètes d'Alexandrie au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais il évoquait aussi les Pléiades, filles d'Atlas, qui selon la mythologie grecque avaient été après bien des tribulations, transformées en 7 étoiles de la constellation du Taureau. L'histoire et le mythe qui promettaient l'immortalité, conféraient ainsi au groupe ses lettres de noblesse. Si Ronsard s'imposa aussitôt comme un chef incontesté, si c'est lui qui apporta des modifications à la liste des étoiles, il faut rejeter comme tout à fait fausse l'idée d'une école organisée autour de lui et celle d'une réunion de poètes collaborant à l'exécution d'un programme commun au nom d'un même idéal littéraire. Les meilleurs spécialistes comme Henri Chamard, Raymond Lebègue et l'italien Enea Balma l'ont bien montré. 2. Les objectifs de la Pléiade. La Pléiade se crée dans un contexte particulier en France. Le latin demeurait la langue littéraire par excellence. La langue française ne faisait qu'émerger et les ordonnances de Villers XVI en 1539 cherchaient à imposer et à accélérer ce processus en rendant obligatoire la rédaction des actes officiels en français, dans le but d'unifier la France par la langue. Le groupe de la Pléiade s'empare de la question politique et décide de participer de ce mouvement de valorisation de la langue française pour renouveler la littérature. C'est quand Thomas Sibillet, défenseur de l'héritage littéraire médiéval, est chargé en 1549 d'écrire des vers dans le cadre d'une cérémonie en l'honneur du roi Henri II, que le groupe des jeunes poètes de la Pléiade publie ainsi Défense et illustration de la langue française qui devient le manifeste littéraire de leur groupe. Dans ce manifeste, Défense et illustration de la langue française, plusieurs principes définissent les objectifs de la Pléiade. Imiter les anciens, c'est-à-dire les auteurs grecs et latins. Enrichir le vocabulaire français comme les Romains l'avaient fait pour le latin, en créant des mots nouveaux à partir d'un nom. Le poète doit beaucoup travailler son texte, prendre soin de la versification. La rime doit être la plus riche possible et rimer pour l'oreille, le son, et non pas pour les yeux, le mot écrit. Créer une nouvelle poésie qui s'inspire de la poésie de l'Antiquité grecque ou romaine plutôt que de celle du Moyen-Âge inspirée car jugée trop proche de la langue populaire. Adopter de nouveaux genres poétiques. Les genres poétiques à la mode au Moyen-Âge, comme le rondeau, le laid, la chanson sont abandonnés. On crée des élégies, des épîtres, des églogues, mais surtout des odes, des sonnets et de l'épopée, genre qui donnent de la noblesse à la poésie. Défendre la langue française en lui accordant une plus grande place. À cette époque le latin, langue des savants qui était aussi utilisée par les poètes écrivains, occupe une place très importante dans la production intellectuelle. Il ne s'agit pas de traduire les œuvres anciennes en français, mais il faut se nourrir longtemps et abondamment des idées, du style des anciens et avec cette nourriture bien digérée il faut créer quasi spontanément sa propre œuvre en français. II. Les membres de la Pléiade et leurs principaux œuvres. Les membres de la Pléiade ont une haute opinion de l'art et de la poésie qui apporte gloire et immortalité. Ils veulent créer une poésie de langue française qui puisse rivaliser avec la poésie latine. Le français est revendiqué comme langue poétique. L'Antiquité est leur modèle, au même titre que Pétrarque. Le poète est le réceptacle de l'inspiration qu'il nomme fureur divine, mais l'inspiration ne fait pas tout. Le style et le travail sont tous aussi importants. Pierre de Ronsard, 1524, surnommé le prince des poètes, est le chef de file de la Pléiade. Il poursuit une brillante carrière,
soucieux de laisser à la postérité une œuvre immortelle. Il touche à de nombreuses formes de poésie. Ses odes sont inspirées des modèles antiques de Pindare et d'Horace. Il a aussi écrit des hymnes, des discours, des élégies, de ballades, des madrigaux. Il est l'auteur de Les Odes, 1550-1552. Il s'agit de poèmes inspirés du lyrisme grec et latin où il chante la nature, la joie de vivre, mais aussi la fuite du temps. Les Amours de Cassandre, 1552, sonnet composé en l'honneur de Cassandre Salviati, où abondent comparaisons mythologiques et figures précieuses. La continuation des Amours se fera en 1556, dédiée à Marie Dupin. La poésie de Ronsard s'y fait plus simple, plus familière, empreinte de sincérité. Pierre de Ronsard, 1524. Joachim du Bellay, 1522, il se présente comme le théoricien du groupe. De santé médiocre, il mène une enfance triste au château de la Turmélière, en Anjou. Sa vie est marquée par un voyage à Rome dont il attendait les plus grandes joies, mais qui lui apportera la plus amère déception. Son œuvre, d'inspiration très personnelle, se fait l'écho de cet espoir déçu et de son mal de vivre. L'écriture d'une grande simplicité, est le fruit d'un art éprouvé. Du Bellay est devenu le maître du sonnet, jouant subtilement sur les effets de symétrie d'antithèse, il traduit de façon poignante son émotion. On lui doit notamment Défense et illustration de la langue française, 1549, où il expose la doctrine de la Pléiade. Les Antiquités de Rome, 1558, où le poète médite devant les ruines romaines sur la grandeur passée de la cité. Les Regrets, 1558, qui regroupe 191 sonnets écrits à propos de son triste séjour à Rome. Il chante nostalgie de la douceur angevine, ou devient amèrement satirique lorsqu'il découvre les mœurs corrompues de la société romaine. Joachim du Bellay, 1522. Jacques Pelletier du Mans, 1517. On raconte que son père, féru d'astrologie, nota l'heure exacte de sa naissance. Ce n'était pas rien à l'époque de pouvoir dire à quelle heureuse précise vous étiez né. Poète humaniste, Jacques Pelletier fait des études de droit, enseigne la philosophie, étudie la médecine et parcourt beaucoup de villes. Au collège de Coqueret, il rencontre Ronsard et du Bellay. Rémi Belleau, 1528, surnommé l'homme qui plaisait, est un poète français appartenant à la Pléiade. On sait que Belleau et Ronsard n'étaient qu'un et que tous deux avaient un même cœur commun. Ronsard composa la préface de l'Anacréon, saluant le jeune écrivain. Il semblait que suite à cette élégie, Ronsard compara pour la première fois les meilleurs poètes du groupe. 1528. Antoine de Baïf, 1496. Très jeune, Antoine de Baïf décroche le poste de premier conseiller de François Ier. Outre sa carrière diplomatique, c'était un poète humaniste. Très proche de Ronsard, il voyageait en Allemagne et il assista aux inspirations poétiques que saisissait son ami. Il est le fils de Lazare de Baïf, poète de la Pléiade. Jean-Antoine de Baïf, 1496. Pontus de Thiard, 1521, qui publie à Lyon Ses erreurs amoureuses, qui est un recueil de sonnets adressés à une dame nommée Pasité, la toute divine. Femme réelle ou fictive, on ne le sait pas. Étienne Jodelle, 1532, auteur dramatique et poète français, il suit les cours de Buchanan et de Muret au collège de Boncourt. En 1553, il devient célèbre en faisant représenter devant Henri II l'une des premières tragédies françaises imitées de l'antique, Cléopâtre captive. 1521. Conclusion. En somme, retenons que le XVIe siècle est le siècle qui est caractérisé par une période d'aspiration nouvelle, par la naissance des grandes œuvres littéraires et artistiques, par des événements historiques et aussi par la création de différents courants littéraires tels que l'humanisme et la Pléiade. Groupe fictif, imaginaire, la Pléiade ne fut peut-être que la rencontre occasionnelle de quelques astres locaux. Mais sa lumière a brillé au loin et elle devait entraîner à sa suite la troupe nombreuse de ceux qui travaillèrent à renouveler la poésie française.